Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc c'est un webinaire qui est donc organisé, comme le disait Maude, par le secteur communication de la Ligue de l'enseignement. Donc en lien avec la parution du dossier Racisme à l'école dans la revue Éduquer. Donc juste un petit mot sur la revue Éduquer. Donc c'est un mensuel, il y a 8 numéros par an qui traitent des questions d'éducation et d'enseignement. Donc dans chaque numéro, il y a un dossier donc sur une thématique particulière. Donc voilà, voici quelques exemples de titres de nos derniers dossiers. Les compétences de demain, l'école face aux politiques migratoires, violences sexuelles sur mineurs, climat, désobéir pour faire bouger les lignes, tabou autour de la maternité, maltraitance infantile pendant la crise du Covid. Donc, à côté des dossiers, dans la revue, il y a d'autres rubriques, donc culture, histoire, pédagogie, sciences. Les articles sont écrits par des membres de l'équipe de la Ligue, des journalistes, des personnes du secteur non marchand, des chercheurs, des chercheuses, voilà, sociologues, psychologues, historiens, historiennes. Donc, notre objectif dans la revue, c'est de proposer des analyses, des pistes de réflexion, des outils autour des enjeux forts de nos sociétés contemporaines, donc toujours en lien avec l'éducation et l'enseignement. Voilà, donc juste ajouter aussi que nous travaillons avec des dessinateurs et dessinatrices qui illustrent des thèmes d'actualité de l'enseignement. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la revue. Donc en version papier, c'est donc 2,50 € par mois, et sinon, elle est accessible gratuitement en ligne sur le site www.ligue-enseignement.be. Et alors, je vois qu'il y a une question. Oui, il est possible de consulter les anciens numéros en ligne, et nous aussi, on peut envoyer des versions papier. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est là pour parler de la thématique racisme à l'école. Donc si l'école se veut neutre et égalitaire, il y a plusieurs études qui mettent à jour le fait que les inégalités sont au cœur de l'environnement scolaire. Donc par exemple, les résultats de l'enquête PISA qui compare le niveau des élèves de 36 pays de l'OCDE montrent qu'en Belgique, l'écart de niveau entre les enfants issus de l'immigration et les autres est un des plus importants des pays industrialisés. Autre exemple, une récente étude d'UNIA sur la diversité dans l'enseignement belge francophone indique qu'au niveau fondamental, les élèves étrangers hors Union européenne sont principalement présents dans les écoles à faible indice socio-économique. Et cette étude, elle indique aussi qu'au niveau secondaire, il y a une surreprésentation des élèves dits étrangers dans les formes techniques et professionnelles. Donc voilà, donc ces différents exemples nous poussent à nous poser la question, quels sont les mécanismes de discrimination à l'œuvre au sein de l'enseignement? Quelles possibilités d'action pour construire une école plus inclusive? Donc pour apporter quelques pistes de réflexion sur cette thématique, donc nous avons invité 3 personnes qui interviendront 10 minutes chacune. Et donc comme le disait Maud, on prendra un petit temps après pour répondre à vos questions. Donc je voudrais d'abord vous présenter Calvin Suarez, donc qui est enseignant. Alors je ne sais pas si on peut voir au niveau de l'écran, peut-être que Calvin peut-être allumer le micro. Oui, Oui, voilà, donc voilà, Calvin Suarez, donc qui est enseignant et député francophone bruxellois, qui nous expliquera donc en quoi le fait d'aborder l'histoire coloniale à l'école est un outil de lutte contre le racisme. Nous aurons ensuite donc Esther Coiblanc. Donc Esther aussi, tu peux peut-être, enfin vous pouvez. Esther, allumer le micro. Je ne sais pas si c'est possible. Esther? Bon, peut-être on verra tout à l'heure. Donc Esther Coiblanc, donc qui est... Ah, oui. oui, voilà, voilà, donc Esther Coiblanc, donc directrice du MRAX, donc Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, donc qui nous parlera de la formation des enseignants sur les questions de racisme telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle devrait être. Et enfin, donc, nous aurons donc Nicolas Rousseau, donc qui est donc voilà, Nicolas Rousseau, Bonjour tout le si monde. tu es là. Bonjour. Chargé d'études et d'animation à BIPAX, qui nous parlera du nouvel outil Racisme à l'école, comprendre pour agir, à l'intention des enseignants et des enseignantes. Donc pendant les interventions, comme le disait Maude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et comme ça, pour pouvoir en discuter tout à l'heure. Donc voilà, je laisse la parole à Calvin Suarez. Merci à toutes et à tous. Oui, Et ça va. on m'entend bien? Oui. Très bien. Donc, merci Juliette et merci à la Ligue de l'enseignement pour cette invitation sur cette thématique
qui est très importante, qui prend de l'ampleur, qui était déjà importante, mais en fait, disons, le débat public n'était pas assez présent avec toutes les thématiques liées à la décolonisation, mais aussi aux inégalités. La question du racisme à l'école revient donc à l'actualité. Je vais partager donc un PowerPoint que j'ai préparé qui va vous permettre de suivre ce que je vais vous dire. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien le PowerPoint. Oui, très Parfait, bien. parfait. Alors, j'essaye de passer à la page suivante. Je vais le remettre parce que voilà. Je crois qu'il y a un petit problème au niveau du défilement. Juliette, je ne sais pas si vous pouvez le projeter de votre côté parce que tout à l'heure, ça fonctionnait. Peut-être. Moi, je peux essayer. Il faut juste que tu sortes alors de Oui, ton je vais partage. sortir. Je vais essayer. Voilà, c'est fait. Attends. Voilà. Voilà. Donc, oui, on peut passer à la page suivante, Juliette. Merci. Donc, comme Juliette l'a dit, je suis enseignant à la base, enseignant de sciences sociales, ce qui m'a permis de beaucoup travailler sur la question avec mes élèves. Je suis député au Parlement bruxellois, à la Fédération, ce qui me permet là aussi d'aborder la question de la décolonisation sur les différents champs et conseiller communal à Gansourne. Je suis aussi cofondateur et ancien coordinateur du collectif Mémoire coloniale de lutte contre les discriminations. Donc, j'ai aussi un aspect terrain et j'ai travaillé au Marax où j'ai pu avoir une expérience là aussi de terrain avec des plaignants, ce qui est quelque chose de très important en termes d'expérience et de compréhension des enjeux sociétaux. On peut passer au slide suivant. Voilà. Alors, les stéréotypes qui sont véhiculés, c'est-à-dire ce que les gens racontent souvent, c'est que les enfants ne voient pas les couleurs, ce qui est absolument faux. Il y a une hiérarchisation des couleurs de peau qui est liée à notre histoire, à l'histoire de notre société, et les enfants sont des éponges. Et donc, il y a eu des expériences qui ont été menées aux États-Unis, par exemple, sur des enfants noirs. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'expérience des poupées, la poupée blanche et la poupée noire. Quand on demande à l'enfant quelle est la poupée qu'il préfère, l'enfant choisit toujours la poupée blanche. Et quand on lui demande pourquoi le choix de la poupée blanche, parce que le noir, il est méchant, il est sale, il n'est pas sérieux, il n'est pas beau, en fait. Et donc, contrairement à la poupée blanche qui, elle, est belle, paraît plus sérieuse, est beaucoup mieux coiffée, a de beaux cheveux, etc. Ça, ce sont des stéréotypes que les enfants ont en tête. Il y a une étude de la Fondation Roi-Baudouin. Donc, vous allez voir qu'à la fin de ma présentation, il y a une bibliographie que vous pourrez consulter. Il y a une étude de la Fondation Roi-Baudouin sur l'école maternelle qui encourage les équipes éducatives et qui apporte des solutions concrètes sur la manière d'aborder positivement la diversité sociale et culturelle. Parce que oui, dans les écoles, dès la maternelle, il y a des questions de racisme, il y a des questions de stéréotypes. Et cette enquête, qui a été menée par des scientifiques, apporte des solutions concrètes aux enseignantes et aux enseignants. Juliette a parlé donc de l'orientation. C'est un biais inconscient et un stéréotype que l'on retrouve beaucoup chez les enseignantes et enseignants durant les conseils de classe. J'ai été enseignant et je l'ai observé concrètement. Donc, le racisme, qu'il soit inconscient ou conscient, ne s'applique pas uniquement aux enfants, c'est aussi présent chez les enseignantes et enseignants, souvent de manière inconsciente. Hein. Le biais inconscient, c'est de dire, je donne un exemple concret,
vous les Africains, vous êtes toujours joyeux, vous les Noirs, vous êtes toujours joyeux. On croit que c'est bon enfant, mais en fait, c'est du racisme inconscient, concrètement. Et ça peut avoir des impacts concrets sur le psychisme des enfants et la manière dont ils se considèrent. Donc, le complexe d'infériorité est lié aussi souvent aux stéréotypes que l'enfant subit. La confiance en soi vient aussi de là. Donc, on parlait d'UNIA. Le baromètre de la diversité d'UNIA de 2018 était consacré justement au racisme et aux discriminations dans l'enseignement. J'ai juste pris un extrait d'une phrase qui dit « Il est frappant de constater », donc c'est de Patrick Charlier, hein, directeur d'UNIA, « il est frappant de constater que dans l'enseignement qualifiant, les répondants justifient davantage une réorientation par le maintien de la réputation de l'établissement quand l'élève est d'origine étrangère. » Donc, indirectement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on a des élèves d'origine étrangère dans un établissement, et plus la réputation de l'établissement baisse. Et ça, ce sont les considérations de l'équipe éducative. On peut passer au slide suivant. Voilà. Alors, la question, c'est de dire qu'est-ce que la décolonisation vient chercher dans cette histoire? En fait, comme je l'ai mis sur le slide précédent, l'école est un agent de socialisation primaire. L'erreur que nous avons commise dans la lutte contre le racisme dans notre société depuis très longtemps, c'est de considérer que le racisme était une affaire individuelle, c'était une responsabilité individuelle. Et on n'a jamais pris en compte, on n'a pas assez pris en compte la dimension structurelle, la dimension collective. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on dise dans des cours de sociologie aux enfants que leur famille, que les structures qu'ils fréquentent ont une influence sur eux et qu'on ne leur dise pas que à partir du moment où le racisme se retrouve dans ces structures, ils sont influencés. Et donc, ils sont influencés par quoi? Par l'histoire de la société. La société a une histoire. Je vous ai mis cet exemple pour vous montrer d'où l'on vient. Voilà d'où l'on vient. On vient de ce qu'on enseignait dans les universités, dans les écoles. Donc, à l'époque, au moment de la colonisation, on justifiait la domination sur les peuples colonisés par ce genre d'objectivation scientifique, en fait, en hiérarchisant les races, entre guillemets. Donc, vous voyez, le profil de l'Apollon, celui du nègre, entre guillemets, celui de l'orang-outan, ça vient d'une enquête scientifique qui, donc, je n'ai pas mis le nom, mais c'est Martial Guidron qui a écrit cet article et qui montre très clairement comment la perception de l'autre, du peuple, donc des personnes colonisées, a forgé une imagerie coloniale sur l'imagerie belge et occidentale. Ça, il n'y a aucune contestation là-dessus, puisque aujourd'hui, beaucoup d'organisations, dont UNIA, font clairement le lien entre ceci et les stéréotypes, les discriminations qui sont présentes dans notre société. Slide suivant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ceci. Ça, c'est au festival Pukkelpop. Ça a fait l'actualité en 2017. Cette jeune femme a fait l'objet d'attaques racistes venant de jeunes. Donc, quand on parle de jeunes de 17-18 ans qui ont chanté des chansons et qui ont renversé de la bière volontairement sur cette jeune femme. Et les chansons disaient « Coupez les mains au Congo, le Congo est à nous ». Des gamins de 17-18 ans. Cette chanson, elle date de 1910. Des gamins de 17-18 ans connaissaient sur le bout des doigts cette chanson. Où est-ce qu'ils l'ont appris? Ça, c'est la vraie question. Et donc, l'influence de l'imagerie coloniale, l'influence coloniale se transmet de génération en génération. Pas dans tous les milieux, mais dans la société, c'est quelque chose qui existe. On peut passer au slide suivant. Je vais aller rapidement pour... Donc, ça, c'est clairement ce que je disais sur le festival Pukkelpop. Et ensuite, il y a des enquêtes et chiffres d'UNIA
qui explique très bien qu'un dossier sur 5 concerne la négrophobie. Et il y a eu 2 études réalisées par UNIA qui montrent que les stéréotypes liés aux personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne sont différents des stéréotypes relatifs, par exemple, au groupe de population d'origine marocaine ou turque vivant en Belgique. Je vais prendre quelques exemples et vous allez voir que le lien avec la colonisation sera évident. On peut passer au slide suivant. Oui, je signale juste qu'il reste déjà que 2 minutes. Ah, ok, je vais aller très vite. Donc, les Maghrébins sont considérés comme une menace et comme un groupe fournissant peu d'efforts pour s'adapter, tandis que les Africains subsahariens sont considérés avec condescendance. Ils sont caractérisés par un tempérament joyeux, ludique et l'importance qu'ils attachent à leur apparence extérieure. Leur philosophie de vie est variée, très variée, plutôt axée sur le plaisir, moins sur le travail. Les Africains vivent également plus souvent en communauté, ce qui peut provoquer des nuisances. Ça, c'est très clair. Peut-être que dans les questions-réponses, je reviendrai là-dessus. Juliette, on va aller peut-être à l'avant-dernier slide pour... voilà. Nous avions envoyé une lettre ouverte à Marie-Martine Schintz à l'époque pour un changement des référentiels et des programmes. Parce que si on veut lutter contre le racisme ou utiliser la décolonisation comme outil contre le racisme, il est très important de changer les référentiels et les programmes. Et donc, je rappelle que c'était facultatif, l'enseignement de l'histoire coloniale. Et en plus, les enseignants n'avaient pas l'obligation d'enseigner l'histoire coloniale au Congo, au Rwanda et au Burundi. Et donc, ils enseignaient la colonisation au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud pour la plupart. Avec le changement de génération, c'est en train de changer. Et donc, nous demandons très clairement cela. On peut passer au slide suivant. Ensuite, si on veut changer en fait les stéréotypes, si on veut lutter contre le racisme, l'image qu'on se fait de l'Afrique doit être aussi changée en fonction de la réalité de l'histoire. Parce que moi, en tant que Noir, quand je passe dans la rue, on ne se demande pas si je suis caraïbéen, si je suis Noir américain. Le stéréotype, c'est « il est africain ». D'ailleurs, c'est ça dans le langage, en réalité. Et donc, quand on dit à des enfants lors des cours sur la colonisation, et c'est ce qui était mis dans l'ancienne réforme que Marie-Martine Schintz voulait engager, c'est que s'il y a eu un développement en Afrique, c'est grâce à la colonisation, que les Africains vivaient avant de la pêche, de la chasse et de la cueillette, avant l'arrivée des colons, etc., etc. Alors qu'il y a des travaux menés par l'UNESCO qui ont montré, par exemple, que des universités existaient avant l'arrivée de la colonisation, qu'il y avait une charte des droits humains que l'Empire du Mali avait adoptée, par exemple. Donc, ce sont des choses qu'il faut enseigner pour lutter contre les stéréotypes coloniaux. Donc, il faut une vision critique et pluridisciplinaire. Je terminerai par la formation des enseignants sur le slide suivant. Voilà. Donc, les activités extrascolaires sont extrêmement importantes. Je vais passer et tous les autres et insister sur le dernier. Pour moi, il y a une proposition qui n'a pas encore été faite dans le débat public. J'estime que les projets pédagogiques de long terme, par exemple, des élèves de Woluwe Saint-Pierre qui rencontreraient Sœur de Molenbeek et travailleraient sur 1 an sur la construction d'une pièce de théâtre sur le racisme, par exemple, doit contribuer à lutter contre le racisme. Et si on peut utiliser l'histoire coloniale dans ce projet, par exemple, ça permettrait de faire rencontrer 2 publics qui ont peut-être des stéréotypes l'un sur l'autre et va permettre de changer les choses. Et le dernier, voilà, ça c'est la bibliographie. J'insiste sur la formation des enseignantes et des enseignants. Nous, en tant que politiques, nous devons mettre les moyens pour que les enseignantes et les enseignants soient formés, non seulement sur le contenu, sur la charge psychologique et sur la gestion de classe. Ça, parce que ça entraîne encore beaucoup de sensibilité chez les élèves. Voilà, je m'arrête ici et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Kelvin. Donc, je vous rappelle que vous pouvez déjà maintenant envoyer des questions si vous en avez sur l'intervention de Kelvin Soares, donc via le chat, en faisant bien attention de mettre à tout le monde, hein, comme ça on les voit passer aussi. Et puis, je vais donc laisser maintenant la parole à Esther Coiblanc, donc directrice du MRAX, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
Il faut juste activer le micro. Esther, voilà. Bonjour tout le monde et merci à la Ligue d'avoir invité le MRAX à participer à ce webinaire. Merci aussi puisque précédemment, le MRAX avait été invité à écrire un article dans le dossier justement qui concerne ce webinaire. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'échanger avec vous sur la formation des enseignants en Belgique face au racisme. Je vais donc partager un PowerPoint que j'ai préparé. C'est bon? Voilà. On va juste le mettre en affichage plein écran si c'est possible. J'essaie de faire. Voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, je vais parler de la formation des enseignants face à l'enjeu du racisme. Un petit plan pour vous dire comment je vais procéder, une introduction, un petit contexte, un petit état des lieux, quelques pistes et puis une conclusion. On n'a que 10 minutes, donc on aura le temps pendant les questions de répondre à certaines choses qui ne seront pas abordées ou qui n'ont pas été suffisamment abordées ici. Donc, nous demander de parler de la formation des enseignants face au racisme, pour nous, revient à parler de la construction de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble qui inclut le rôle des enseignants dans l'école et auprès des élèves, des jeunes et des moins jeunes. Il s'agit aussi d'aborder la formation et la prise en charge des enseignants, d'une part, et des élèves, d'autre part, par rapport à cette formation à la culture de la diversité dont Calvin parlait précédemment, pour l'avènement d'une citoyenneté agissante contre le racisme. Il s'agira aussi de se questionner sur la déconstruction de certaines représentations et constructions sociales héritées d'un passé colonial parfois très, très douloureux. Le contexte, quel est-il? Il y a deux éléments que je vais présenter concernant le contexte. C'est le passé colonial belge et c'est le fait que la Belgique, on l'oublie trop souvent, est une terre d'immigration. Donc, concernant le passé colonial belge, il faut rappeler que, voilà, je ne vais pas redire ce que Calvin a dit, mais depuis 1885, débute l'histoire coloniale de la Belgique avec, comment dire ça, un maintien de la souveraineté du roi Léopold II, d'abord sur le Congo et ensuite sur le Rwanda et le Burundi, qui étaient d'anciennes colonies allemandes. La colonisation. Pour un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est un processus d'appropriation par la force d'un territoire et de ses habitants. C'est une forme d'impérialisme, une occupation territoriale qui inclut la dépendance du pays occupé et un processus qui est fondé sur un racisme systémique et une supposée hiérarchie raciale qui a été démontrée précédemment parce qu'on estime que le noir n'est pas un homme, serait plutôt d'une autre race qui n'est pas celle de ceux du colon, celle du colon. Ensuite, la Belgique, terre d'immigration. On sait qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une vague d'immigration avec des populations venues d'Italie, d'Espagne, de la Grèce, de la Turquie, etc. Parce que la Belgique était face à un manque de main-d'œuvre. Il fallait reconstruire, après la guerre, il fallait reconstruire le pays. Et au niveau des mines, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir faire face à ça. Donc, cette première vague d'immigration, enfin, ça, c'est même une deuxième vague de l'immigration au niveau de la Belgique, parce qu'avant ça, il y a eu les prisonniers allemands, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Ensuite, il y a eu les réfugiés et aussi tout ce qui est
regroupement familial, parce que toutes ces familles qui sont venues en Belgique ont dû, à un certain moment de leur vie en Belgique, faire venir leurs parents, leurs enfants, leurs femmes ici en Belgique pour vivre avec eux. Donc, cette vague d'immigration, donc de population qui migre en Belgique, ben, va créer un croisement de diverses cultures au sein de la Belgique. Et c'est cette vague de succession d'immigration qui va engendrer, qui va créer la xénophobie, qui va créer, enfin, qui va faire voir le racisme en tant que tel, puisque les personnes qui sont arrivées ici étaient des étrangères, étaient des personnes de couleurs différentes de celles qui étaient sur place. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une recrudescence de ces fléaux-là dans toutes les sphères de la société belge, malheureusement. Et l'enseignement qui est un espace important de socialisation au niveau de notre société, mais n'est pas épargné par ces phénomènes-là, malheureusement. On fait face à des actes racistes, à de la discrimination, à des stéréotypes qui ont été développés et qui, en s'enflant, ont abouti à toutes sortes, à la xénophobie, à l'antisémitisme, etc. Pourquoi on se rend compte aussi que si l'enseignement est touché par ces phénomènes, c'est parce que on se rend compte, et plusieurs études, plusieurs articles scientifiques le montrent, c'est que les enseignants sont peu formés pour faire face à ces phénomènes-là. On a eu en 20 ans 5 réformes de la formation des enseignants. La dernière date de 2019 et jusqu'à ce jour, ben, les enseignants qui sortent de leur formation initiale, par exemple, ben, ne sont pas suffisamment formés sur la connaissance de l'histoire de la Belgique, sur l'histoire de la colonisation et des migrations. Ils ne connaissent pas toute la typologie des populations qui sont arrivées ici en Belgique et comment est-ce que la colonisation s'est déroulée réellement, parce que ce qui est présenté dans les manuels scolaires, par exemple, ce ne sont pas, c'est du point de vue du colon que ces histoires sont racontées dans les manuels scolaires. Ça n'a pas pris en compte le colonisé. Donc, dans ces manuels scolaires, le colonisé est présenté plus comme un objet que comme un sujet. Et donc ça a tendance aussi à exacerber les comportements racistes et autres dans le milieu scolaire. Et face à cela, les enseignants n'étant pas suffisamment formés pour faire face à ça, ils ne savent pas, ils sont un peu déroutés face à cela. En tout cas, les enseignants avec lesquels nous avons discuté, les écoles que nous avons eu l'occasion de visiter, à qui on a donné des formations qui nous ont sollicitées au niveau du MRAX, ben, ce constat-là, il est patent. Ils n'ont malheureusement pas les outils pour répondre aux discours et comportements et actes racistes qu'ils voient même dans leur classe entre les enfants à qui ils dispensent le savoir. Ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment outillés durant leur formation. Et malheureusement, même après leur formation, les formations continues qui sont prévues dans leur agenda ne sont pas suffisamment en tout cas outillés pour leur permettre d'avoir les éléments et pouvoir répondre à ces différents actes-là. Donc, il y a une méconnaissance de la culture des différentes communautés qui existent ici en Belgique, parce que répondre à une personne issue, par exemple, de l'Afrique centrale, avec une culture qui est différente d'une personne qui est issue de l'Afrique du Nord. Donc, il faut savoir un peu comment ces communautés-là, il faut avoir quand même un minimum de connaissances sur la culture
ces communautés-là pour pouvoir répondre en cas de situation de racisme. Voilà un peu au niveau de l'état des lieux. Voici quelques pistes que nous proposons. Ce ne sont pas des pistes exhaustives, mais nous pensons que si on veut doter les enseignants de cette capacité de pouvoir faire face et de pouvoir vraiment participer à la construction de la cohésion sociale, mais c'est de former les enseignants à la diversité sociale, culturelle et à la pédagogie antiraciste. C'est aussi de revoir les manuels d'histoire qui continuent de répercuter une version tronquée de la colonisation belge, aussi d'instituer un cours de sociologie des discriminations. Ça pourra permettre de comprendre comment ces discriminations-là se sont créées, se sont diversifiées, parce que le racisme aujourd'hui, il est mouvant, il change avec le contexte, avec, voilà, aujourd'hui on a la crise sanitaire, il y a d'autres formes de racisme qui apparaissent avec l'actualité sanitaire, donc il faut pouvoir s'adapter pour pouvoir faire face à tous ces éléments-là. Donc il faut être outillé dans la formation. C'est aussi d'instaurer l'enseignement de l'histoire de la colonisation et des migrations belges à la formation initiale des enseignants. Mettre en place aussi des animations, des formations pour déconstruire sur les stéréotypes et les préjugés, c'est-à-dire même si ce n'est pas pendant la formation initiale, mais après la formation des enseignants, il serait intéressant de pouvoir instaurer ces formations-là et rendre au moins une obligatoire par an pour les enseignants parce que les choses changent, il y a de nouveaux outils qui se créent pour qu'ils puissent se familiariser avec non seulement les terminologies, mais aussi l'actualité de la mouvance de la problématique du racisme. Voilà. Pour terminer, ce que je peux dire, c'est que la Belgique doit faire face à son passé colonial. Voilà, c'est important de l'intégrer parce que c'est un pan de notre histoire qu'on ne peut pas ignorer. C'est aussi d'intégrer l'immigration parce que l'immigration est une richesse de son patrimoine. En oubliant ces deux éléments-là, je pense qu'on crée consciemment ou inconsciemment un sentiment désagréable que nous vivons dans une société avec une mémoire truffée d'angles morts. Les angles morts, ben voilà, c'est de ne pas présenter les choses comme elles se sont passées et de la présenter d'une seule vision qui permet de toujours faire l'apologie, par exemple, du colonisateur, etc. Donc, la formation aussi des enseignants pourra faire jouer à l'école un rôle inestimable dans le combat contre le racisme et pour construire vraiment cette cohésion sociale-là et la rendre beaucoup plus inclusive. Pour citer, moi, je terminerai en citant le chapitre 2, alinéa 1 du décret de 2019 qui dit « La capacité d'agir comme acteur pédagogique, social, culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, d'intégrer la diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale, c'est l'un des objectifs phares de ce décret-là. » Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Esther. Merci. Je vois, oui, il y aura des questions. Il y a des questions qui ont défilé dans le chat. On aura le temps d'y revenir du coup en deuxième partie de webinaire. Est-ce que je peux juste vous demander de couper le partage d'écran? Super, merci. Donc, on passe à notre troisième intervenant. Donc, c'est Nicolas Rousseau. Nicolas, oui. Juste activer le micro. Donc, Nicolas est chargé d'études et d'animation à BIPAX. Donc, je ne te vois pas encore. Tu ne me vois pas? Est-ce que vous m'entendez? Ben voilà, super. Ben écoute, j'enclenche aussi un petit chrono et je ferai signe aussi quand il reste 2 minutes. Ça va? Ça va, parfait. Parfait, merci beaucoup. Du coup, bonjour à tout le monde. Merci à la Ligue de l'enseignement pour l'invitation. Et donc, effectivement, je travaille chez BIPAX depuis quelques années. Et donc, BIPAX travaille sur les enjeux de racisme et discrimination ici en Belgique. Et un des axes de travail, c'est toute une série de formations et d'animations
Et dans ce cadre-là, on est amené à rencontrer assez régulièrement des professeurs et des acteurs et actrices du monde de l'enseignement. Et donc, c'est depuis cette porte d'entrée-là, c'est depuis cette perspective-là, en fait, qu'on a élaboré un outil pédagogique sur lequel je vais revenir brièvement ce matin. Donc, on l'a évoqué ce matin, je pense que Calvin est revenu dessus aussi, Esther également, c'est qu'on sait qu'il y a du racisme à l'école, hein, il y a beaucoup de violence et de discrimination institutionnelle. On sait aussi, peut-être un peu moins, mais on sait aussi qu'il y a toute une série de violences symboliques dans les interactions interindividuelles notamment. Et donc, on entend très souvent, par exemple, que c'est à l'école que les enfants racisés sont pour la première fois renvoyés de manière négative et violente à leur appartenance raciale, à cette différence. Et donc, on a toute une série de constats là qui sont attestés, qui sont objectivés. Il y a beaucoup de choses qui existent par rapport à ça, mais pourtant, dans les échanges qu'on a dans les formations, on observe assez régulièrement qu'il y a une grande méconnaissance par rapport à ces constats. Il y a une méconnaissance concernant l'ampleur en fait, de ces discriminations, concernant l'ampleur de ces violences, de ces microagressions, l'ampleur aussi des impacts en fait, que ça peut avoir sur les enfants qui les subissent. Une méconnaissance importante aussi concernant les multiples formes en fait, que peut prendre le racisme dans les interactions, dans la cour de récréation, dans les classes, dans les salles de cours et dans les couloirs, avec cette idée finalement quand même très présente, c'est que le racisme se limite encore beaucoup aux attitudes manifestes, aux moqueries, aux insultes, aux agressions, etc., sans forcément qu'il y ait une réelle conscience que ces violences-là, elles peuvent être reproduites aussi de manière beaucoup plus insidieuse, de manière moins visible, et sans forcément qu'il y ait une intention négative au départ. Et du coup, il y a aussi une méconnaissance quant au fait que les professeurs, hein, comme en fait n'importe qui dans la société, mais que les professeurs, sans le vouloir, peuvent également en fait véhiculer ou reproduire certains schémas, certaines violences à l'égard des jeunes, que ce soit via l'usage de certains termes, via certaines attitudes, certains réflexes, via certains types de réactions ou certains types d'inactions. Donc voilà. Et en fait, quand on aborde ces questions-là dans le cadre de ces discussions, ça suscite généralement, enfin, pas toujours et pas toujours de la même façon, hein, mais ça suscite souvent des réactions du type un sentiment d'incompréhension. Hein, donc moi, je ne comprends pas pourquoi tel terme ou pourquoi telle action, telle manière de réagir est problématique. Hein, donc il y a une incompréhension assez importante. Il y a une forme d'exaspération qui est présente aussi. Hein, c'est déjà compliqué comme ça d'être prof. Et il y a le sentiment finalement que ça résonne comme une forme de critique, comme une forme de remise en cause à l'égard du corps enseignant. Et puis il y a un sentiment d'impuissance aussi, et ça Esther vient d'en parler, c'est cette idée que, ok, on entend tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Avec le sentiment de ne pas être suffisamment outillé aussi, pour voir en fait tout ce qui n'est pas nécessairement visible, et finalement pour savoir comment réagir, ou encore mieux comment prévenir en fait toute une série de violences qui peuvent survenir dans l'école, dans les salles de classe, etc. Et du coup, un des objectifs en fait, de l'outil pédagogique qui est mis en place, c'est d'outiller en fait, les professeurs et les encadrants de jeunes pour comprendre en fait, comment le racisme peut survenir de manière plus insidieuse dans les interactions interindividuelles à l'école, et plus précisément de questionner vraiment la posture et le positionnement des professeurs. Et donc ça passe notamment par un travail sur la perception du racisme, et ça Calvin l'a dit, hein, aujourd'hui pour la grande majorité des gens, le racisme, c'est le fait d'avoir des stéréotypes, de ressentir de la peur, de la haine, du rejet par rapport à des personnes perçues comme différentes. Hein, et tout ça peut alors déboucher sur des actes et des discours de haine, comme des insultes, des moqueries, des agressions. Mais cette perception-là, du coup, qui est vraiment très majoritaire à l'échelle de la société et donc aussi à l'école, c'est une perception qui est très individuelle. Hein, donc ce sont des individus qui sont racistes. Et c'est une perception qui est aussi très morale. C'est-à-dire que ce sont des individus qui sont déviants ou intolérants ou pleins de stéréotypes, etc. Et donc, on a une perception qui est vraiment très binaire, en fait, avec d'une part les personnes racistes, intolérantes, pleines de stéréotypes, etc. Et d'autre part, les personnes qui, elles, sont ouvertes, sont tolérantes, etc. Et cette perception, elle est fort problématique puisque, du coup, en fait, le racisme ne me concerne pas, moi qui suis une personne qui m'estime tolérante, ouverte, progressiste. Et c'est, d'après nous, un premier obstacle qu'on rencontre en fait très fréquemment, c'est que généralement, il y a une volonté très claire de vouloir réfléchir au racisme des autres et au racisme qu'on peut voir, mais c'est toujours un peu plus compliqué en fait de réfléchir à son propre positionnement, de réfléchir à la manière dont moi-même en fait je suis situé par rapport à tout ça et comment est-ce que je peux potentiellement, moi ou mon institution, hein, mais reproduire toute une série de schémas problématiques. Et donc il y a toute une série de questions qui vont être abordées. Hein. Par exemple, est-ce que le fait d'être un professeur blanc, par exemple, est-ce que ça implique quelque chose? Est-ce que ça a
est-ce que ça mérite de se poser la question? Est-ce que le fait de vivre ou de ne pas vivre de manière structurelle les violences et les discriminations liées au racisme, est-ce que ça peut avoir un impact sur mon regard, sur les angles morts que je peux avoir dans la manière d'analyser une situation, par exemple? Est-ce que connaître ou non l'histoire coloniale et la manière dont elle continue d'impacter ou non les pratiques, est-ce que tout ça peut avoir un impact sur finalement la manière dont je vais réagir ou non face à des situations qui peuvent survenir dans les classes? Donc, en toile de fond en fait, de l'outil pédagogique, c'est vraiment de créer une brèche dans la perception morale et individuelle du racisme et inviter finalement les gens qui l'utilisent à se décentrer et à réfléchir à la place que l'on occupe en fait, au sein de ce système raciste et du coup d'accepter aussi en fait, l'inconfort que ça peut susciter éventuellement. Donc voilà, concrètement au niveau de l'outil, c'est un outil qui a été réalisé avec un groupe de travail qui est composé de 4 volontaires, qui sont 4 femmes issues du monde de l'enseignement. Et donc dans cet outil, on part en fait d'une dizaine de situations concrètes qui nous ont été rapportées par les acteurs et actrices du monde de l'école et qui se situent dans des classes, dans des couloirs, dans la récréation, etc. Et qui vont concerner soit des relations entre élèves et professeurs, soit entre professeurs. Et chaque fois, ça met en lumière en fait, une violence qui est subie par un jeune élève. Et le focus, il est mis sur le rôle du professeur. Comment est-ce que le professeur analyse cette situation? Comment est-ce que ce professeur réagit? Pourquoi? Est-ce qu'il y a visiblement ou non des angles morts? Quels sont les impacts que tout ça peut avoir sur les jeunes? Et donc vraiment, c'est la posture du professeur qui est au centre, non pas dans une optique de jeter la pierre sur qui que ce soit, absolument pas. C'est plutôt de réfléchir en fait à des situations qui sont a priori banales, qui sont assez récurrentes, dans lesquelles il n'y a aucune mauvaise intention de départ, mais qui en fait visiblement sont source de violence. Et l'objectif, c'est de questionner ces aspects-là, d'illustrer aussi les impacts en fait que ça peut avoir, et de donner des clés de compréhension pour essayer de naviguer en fait par rapport à tous ces éléments. Et donc ces clés de compréhension-là, pour les amener, on s'appuie d'une part sur des balises et d'autre part sur des concepts. Et donc au niveau des balises, il y a notamment l'importance de ne pas désarticuler le racisme aujourd'hui du contexte historique et social. Et donc on va par exemple constamment réinscrire ces situations dans une histoire, dans un contexte. Et puis il y a une série de concepts aussi justement, racisme structurel, charge raciale, paternalisme, imaginaires coloniaux, etc. Donc toute une série de concepts qu'on va faire intervenir de manière assez courte, assez vulgarisée, et qui permettent en fait de nommer les choses pour essayer de les comprendre. Donc voilà, il y a vraiment des situations concrètes, et à partir de là, il y a toute une base théorique, toute une grille de lecture qui se met en place. L'objectif étant de donner des clés de compréhension pour aider à s'orienter. Et donc, ce n'est pas du tout des solutions clés sur porte ou des réponses toutes faites, c'est plutôt des outils qui permettent finalement de s'orienter par rapport à tout ça, ce qui suppose aussi que ça va... Enfin, voilà, il y a toute une série de choses à lire, des allers-retours à faire entre les cas concrets et les balises théoriques, etc. Donc, ça demande malgré tout un investissement pour s'engager dans cet outil-là. Donc voilà. 2 minutes, Nicolas. Ok, parfait. Du coup, en termes très pratico-pratiques, il y a un petit module de formation à suivre pour pouvoir utiliser cet outil. Et donc, c'est un module de 2h30 qui sert en fait à donner les grands points d'attention, les grandes balises théoriques indispensables pour pouvoir s'orienter et pour pouvoir utiliser l'outil. Donc là, toutes les informations sont prochainement disponibles sur le site de BIPAX. On communiquera aussi les dates en fait, de ces modules sur les réseaux sociaux, dans la newsletter et sur le site internet. Vous pouvez aussi nous contacter sans souci pour avoir des informations par rapport à ça. Mais donc voilà, il y a une envie finalement d'aborder ces questions-là, et en sachant aussi que c'est loin d'être, enfin c'est pas le seul outil qui existe. Je pense que Calvin en a parlé. Et donc il y a également d'autres outils qui existent, et on vous invite aussi à se renseigner par rapport à ces outils pour aborder cette question qui n'est pas forcément évidente, mais qui semble particulièrement importante, encore plus dans une période comme celle-ci, où on parle en fait de plus en plus de ces aspects-là et où voilà, il y a des lignes qui bougent. Et donc je pense que c'est important de se saisir de ces questions-ci aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je reprends la parole. Merci à tous les trois pour vos interventions. Donc, on a eu quelques questions dans le chat. Moi, j'avais quand même, avant de poser ces questions-là, une question plutôt concrète. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir des exemples. Nous, dans la revue, là, dans le dossier,
on a demandé à plusieurs personnes de raconter des expériences de racisme à l'école. Donc voilà, des personnes qui nous ont dit effectivement qu'on leur touchait beaucoup les cheveux, par exemple, ou dans un petit village en Wallonie, où la personne métisse a été mise d'office à côté de l'autre personne métisse, alors que leur maman n'avait pas la même origine. Et donc, juste vous demander rapidement, concrètement, est-ce que vous, il y a des exemples de racisme, discrimination qui vous ont marqué dernièrement ou dans votre histoire personnelle? De Calvin, par exemple? Oui, moi, il y a eu plusieurs faits. Par exemple, j'ai donné quelques-uns dans mon interview, dans le dossier qui a été fait. Je vais en donner un autre, c'est celui de deux jeunes Rwandais qui sont arrivés en Belgique. J'étais enseignant et dans mon conseil de classe, à la fin de l'année, ils sont arrivés en plein milieu de l'année. Et donc, ils sont arrivés d'Ouganda. Et donc, en Ouganda, on parle anglais. Et donc, quand ils sont arrivés, euh, ils ont, ils ont eu du mal au début, ce qui est tout à fait logique, puisqu'ils venaient d'arriver en milieu d'année. Et en plus, ils parlaient anglais, donc ils ont dû s'adapter à partir des rudiments de français qu'ils connaissaient dans leur enfance au Rwanda. En conseil de classe, j'ai entendu des collègues dire des choses qui m'ont choqué personnellement sur le fait que les jeunes hommes noirs avaient toujours des difficultés dans leurs études, c'était un manque de sérieux, etc., etc. Donc, j'ai dû recadrer les choses pour leur expliquer la situation dans laquelle ces jeunes étaient. Et en plus, c'était des jeunes qui sortaient de la guerre, c'est-à-dire dont les parents ont connu le génocide au Rwanda. Et donc, tous ces éléments-là, je pense que parfois, l'histoire personnelle des élèves n'est pas suffisamment prise en compte dans la manière dont on aborde les élèves. Et donc, c'est pour ça qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a insisté sur les méthodes de différenciation, en fait. Prendre l'élève dans sa globalité, quand je parlais de l'enquête de la Fondation Rabodin, c'est ça, c'est-à-dire que Nicolas le disait, il y a eu des enquêtes qui ont montré que les enseignantes et enseignants disent nous sommes déjà trop surchargés, nous ne pouvons pas en plus prendre en compte l'histoire des élèves en fonction de leur diversité socio-culturelle. Or, tout part de là, en fait. Et dernier exemple, ce gamin en maternelle qui se fait insulter de singe par son ami, enfin son camarade de classe, et qui se plaint à l'enseignante qui ne sait pas comment réagir et qui dit c'est pas grave. Donc, parce que l'enfant est en train de manger une banane, l'autre lui dit si tu continues à manger une banane, les bananes, je te traite de singe parce que les Africains sont des singes. Donc, l'enfant rentre à la maison, refuse de manger euh, la banane parce que la banane est son fruit préféré et ses parents ne comprenaient pas. Donc, il a fallu des jours avant que le père ne comprenne et aille voir donc l'institutrice qui lui dit mais monsieur, c'est pas ma faute. On connaît tous la source de ces idées qui rentrent dans la tête de l'enfant. C'est son grand-père qui l'amène à l'école et son grand-père est un ancien colon donc qui a vécu au Congo. Donc voilà deux faits concrets que moi j'ai vécu et que j'ai dû gérer aussi parce que l'enfant dont je parle, c'est l'enfant d'un ami à Nivelles. Voilà. Oui, merci. Et Esther? Ah, attendez, le micro est coupé. Je vais prendre le cas, par exemple, qui a fait des vagues dans la commune où ma fille allait à l'école. Je vais chercher ma fille un jour à l'école et elle me dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. Elle est en maternelle. Alors moi, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, en maternelle, elle va me faire un échec scolaire. Voilà, ça ne va pas. Et puis, d'investigation en investigation, j'ai l'information comme quoi, 2 semaines avant, ma fille est arrivée à l'école et quand ils arrivent, on dit les copains, saluez-vous, saluez-vous. Et il y a un de ses copains de classe qui lui dit, je ne salue pas les noirs, ce sont des cacas. Caca, c'est-à-dire, et ma fille, elle était tellement, elle est sensible, elle dit, elle ne veut plus partir à l'école. En fait, c'était pour ça qu'elle ne voulait plus partir à l'école. Et le collègue d'en face qui dit à sa collègue,
est-ce que tu pourrais organiser des animations, hein, des activités pour faire comprendre c'est quoi la différence des cheveux, on n'a pas tous la même chevelure, la taille, etc. Et l'institutrice qui lui répond, oh ben, elle est encore petite, hein, elle aura le temps de s'en remettre. Voici un Mmh. cas typique de racisme à l'école. Mmh mh. Moi, j'ai dû, voilà, quand j'ai su ça, je suis allée voir l'instit et elle m'a dit, mais ça s'est passé qu'une seule fois, hein, donc, et ça a été, mais vraiment, moi, j'ai dû aller voir la directrice, ça a été, et les parents de bouche à oreille. On a découvert que ma fille était harcelée par un groupe de petits garçons à la récréation. Ils ont dû faire des mots d'excuses, un dénonçant l'autre, et c'est arrivé jusqu'à la commune qui a décidé de se séparer de cette institutrice-là, parce que en plus, elle était remplaçante de Mmh l'institutrice mh. titulaire qui était malade. Voici des cas qui arrivent à l'école OK. et ma fille a été la seule noire de sa classe durant tout son cursus primaire. Ça a été difficile à gérer. Ça a été des mots qu'elle a reçus, parfois elle me cachait. Il faut partir de l'école, il faut partir, tu n'es pas dans ton pays. J'ai la trace, j'ai dû porter plainte et au ministère et à la police pour dire, voilà, ma fille subit du racisme, ses affaires disparaissent. Donc, ça a été mais une période très, très, très difficile pour elle. Donc, il y a eu tout un accompagnement qui a été fait, des réunions régulières avec la directrice qui s'est excusée parce qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant, qu'en général, ça commence un peu plus tard à l'école, mais elle se rend compte aujourd'hui que le phénomène, il a évolué, il est mouvant et ça commence déjà en maternelle. Donc, voici un cas que je voulais Mmh présenter. mh. Oui, c'est très intéressant et effectivement, ça rejoint ce que disait, Calvin sur les enfants, effectivement, qui très vite, en tout cas, font déjà la différence, vraiment et Nicolas, bah, j'imagine que dans l'outil, vous avez, en faisant l'outil, en tout cas, vous avez eu plusieurs témoignages ou de cas à l'école, Oui, il y en a beaucoup et les exemples de Calvin et de Esther sont très révélateurs et peut-être juste un élément alors à rajouter, c'est le fait qu'il y a beaucoup aussi visiblement de problèmes dans les salles des professeurs ou dans les couloirs de la direction et donc il y a pas mal de professeurs aussi qui ont été impliqués dans cet outil et qui nous disent en fait que c'est souvent très compliqué en fait de faire émerger une parole ou de, de relayer des problèmes de racisme à l'école, dans les couloirs de la direction ou au niveau de la salle des profs, parce que c'est s'exposer du coup à toute une série de réactions assez virulentes en termes de déni, de silenciation, enfin, voilà. Et donc voilà, c'est aussi un lieu où visiblement il y a encore pas mal de travail aussi. mmh mh. Et parce que c'est vrai qu'effectivement, ces questions, on a l'impression qu'elles renvoient de toute façon à l'identité des gens et effectivement, en tant que blanc, en tout cas, se remettre en question ces questions, c'est difficile parce que ça touche aussi, à l'identité. On a eu, une question tout à l'heure intéressante sur, le fait que les enfants n'étaient pas colorblind et c'est vrai qu'il semble qu'aux États-Unis, il y ait beaucoup de recherches sur le sujet. Au niveau de la Belgique, est-ce qu'il y a suffisamment de travaux sur ces questions-là? Donc je sais pas qui veut répondre, Euh, je, je peux répondre. Bon, moi, je n'ai pas, c'est-à-dire, je n'ai pas de connaissances, d'études de fond qui ait été fait au niveau des enfants concernant cette question concrètement. Je sais qu'il y a des conférences durant lesquelles des gens viennent expliquer leurs expériences par rapport au vécu des enfants, mais il n'y a pas, à ma connaissance, peut-être qu'il en existe, mais il n'y a pas de travail scientifique de fond que je connaisse qui a été fait là-dessus. Ce qui est intéressant, par contre, je suis passé très vite tout à l'heure sur le PowerPoint. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le travail qui a été fait par UNIA au niveau du baromètre diversité, en fait, et là qui montre très clairement aussi bien au niveau des élèves, donc là on parle d'enfants, d'élèves que d'enseignants, ce qui existe. Donc, je renvoie au baromètre diversité 2018 qui est exclusivement consacré à l'enseignement. Et puis, il y a aussi cette enquête qui a été faite et qui a été actualisée en 2017, qui a été faite en 2011 par UNIA,
qui a interrogé toute une série de personnes, des adultes comme des jeunes, sur leur perception des afro-descendants et des personnes d'origine africaine subsaharienne. Et donc, j'ai donné un exemple tout à l'heure, mais c'est assez illustratif de voir qu'en 2017, des gens ont encore des stéréotypes paresseux, lents, etc., qui sont encore très ancrés dans les mentalités. Et donc, c'est normal que ça rejaillisse sur les jeunes et sur les enseignants. Esther, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Non, j'en ai pas, mais dans ce que je constate, je vois et ce que j'ai rencontré, les filles sont encore plus sujettes à la discrimination, au racisme et autres, à ces actes-là, à ces propos haineux par rapport aux garçons dans l'école. C'est juste ça que je voulais rajouter. Et pourquoi? Ça veut dire qu'elles ont vraiment la double discrimination d'être racisées et femmes? Oui, exactement. C'est dire que cette double discrimination qui porte sur le genre, c'est depuis le bas âge, puisque dans l'éducation déjà, ben, il y a cette séparation de l'éducation de la fille et de la femme, et l'enfant, il grandit avec, et même dans les propos haineux, ben, les femmes, en tout cas les personnes de sexe féminin, ben, c'est encore plus dur, plus violent à leur niveau que les hommes. C'est aussi violent là-bas, mais les femmes, c'est vraiment très, très difficile, très, très trash. Et au niveau de la formation, est-ce qu'il faudrait alors des formations sur les questions de genre, questions de racisme qui soient intersectionnelles, ou comment est-ce qu'il faudrait que ce soit abordé à un moment ensemble, par exemple? Mais oui, moi, je pense que ce serait intéressant que ce soit abordé ensemble parce que la question du genre, en fait, traverse tout aujourd'hui. On ne peut pas traiter, par exemple, de la négrophobie sans traiter la question du genre. On ne peut pas traiter de l'antisémitisme sans traiter la question du genre. On ne peut pas traiter de l'islamophobie sans traiter de la question du genre. Donc, en prenant l'islamophobie, par exemple, les femmes, il y a des femmes qui sont voilées, les hommes ne le sont jamais. Donc, la question du genre, je pense, doit traverser toutes ces formations-là, parce que faut pas qu'on ait l'impression d'avoir traité de façon générale sans aussi faire ressortir la spécificité qui est liée à la femme, qui est l'objet de racisme. Oui, c'est très intéressant. Et Nicolas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose sur la question des études, des recherches? Juste un élément, c'est vrai qu'on manque certainement beaucoup de recherches au niveau scientifique. Il y a quand même l'expérience associative de BAMCO qui reproduit un peu l'expérience liée aux poupées, notamment par rapport à la figure de Père Fouettard, et qui est intéressante parce qu'elle montre quand même qu'il y a tout un processus d'identification avec toute une série de stéréotypes et d'imaginaires qui sont véhiculés et qui ont un impact sur la manière dont les enfants se perçoivent, en fait. Et donc, je vais la mettre dans la barre de discussion, mais c'est un documentaire qui est intéressant à aller voir. Et là, on sait donc en juin, c'était donc le 7 juin, c'était donc 10 000 personnes dans la rue sur les questions de violence policière, de racisme. Donc on sent qu'aujourd'hui, ces questions sont sur le devant de la scène. Mais est-ce que vous pensez que les politiques en ce moment prennent à bras le corps justement, enfin, Calvin, vous êtes politique, mais que les politiques prennent ces questions-là à bras le corps en ce moment? On sait que Caroline Désir, en juin justement, suite à une interpellation de Cécile Dionga, avait expliquer que l'histoire de la colonisation belge serait obligatoire dans le tronc commun pour tous les élèves. Mais est-ce que vous, en tout cas, vous sentez qu'il y a, en tout cas, de part et d'autre, une mobilisation des politiques? Faisant partie de la profession, Oui. je vais répondre, mais en fait, ce qui me marque dans ce dossier, comme dans d'autres, c'est que nous avons parfois la mémoire courte. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois il y a beaucoup de fumée qui est mise sur ce dossier. Ce dossier a commencé il y a plusieurs années. Comme je l'ai rappelé, ça a commencé avec Marie-Martine Schintz, en fait. Et donc, les associations ont lutté depuis des années et ont interpellé les politiques depuis des années. Et en fait,
le momentum du Black Lives Matter a fait que Cécile, qui s'est concertée avec le collectif Mémoire coloniale, a interpellé la ministre. Mais il faut reconnaître à la ministre le fait que dès son entrée en fonction, elle a dit qu'elle allait finalement reprendre à zéro ce qui avait été fait. Parce que je rappelle que ce que j'aime montrer dans le PowerPoint, c'est la réforme qui était prévue. Cette réforme, elle prévoyait uniquement que ce soit obligatoire dans le technique et dans le professionnel. Et donc, l'analyse des associations a été de dire, comme Juliette le disait, où est-ce qu'on retrouve le plus les Noirs? C'est dans le technique et dans le professionnel. Et donc, on restait encore dans cette vision du eux et nous. En fait, c'est leur histoire, en fait, finalement, alors que c'est une histoire qui appartient à tous les Belges, quelles que soient leurs origines. Et donc, aujourd'hui, concrètement, ce qui est sur la table, dès que je suis arrivé au Parlement de la Fédération, j'ai interpellé à plusieurs fois la ministre, et elle et moi, on a convenu du fait que ce travail serait fait. Il y a une proposition de résolution qui a été déposée et qui va plus loin que le secondaire, qui va jusqu'à l'université et qui parle aussi de l'extrascolaire et des activités culturelles. Simplement, on est en majorité avec le PS et le MR, et donc ces trois partis ont dû trouver, comme ça a été le cas aussi pour ma résolution au Parlement bruxellois, ont dû trouver un accord pour arriver à des propositions concrètes. La proposition de résolution doit encore passer en commission et doit être débattue, et en séance plénière, il doit être voté. Comme ça a été le cas, vous l'avez suivi sans doute dans l'actualité, au Parlement bruxellois. Est-ce que c'est gagné? Ayant été des deux côtés du miroir, c'est-à-dire associatif et politique, je vais vous dire que ce n'est pas gagné. Tant que la pression n'est pas mise, ce n'est pas gagné. C'est comme la commission fédérale. Ça fait des années qu'on demandait cette commission. Aujourd'hui, les gens pensent que cette commission, elle est venue comme ça parce qu'il y a eu une manif. Non. En 2014-2017, il y a eu déjà des dépôts par Zoé Genot et Benoît Hellings, des dépôts de demande de mise en place de cette commission. Ça n'a pas eu lieu. Et donc, en une soirée, le président du Parlement dit on va mettre en place une commission. Sur l'enseignement, c'est exactement la même chose. On sait qu'il y a des réseaux, qu'il y a des pouvoirs organisateurs qui freinent. Pour le moment, comme la résolution n'a pas encore été exhumée, on ne sait pas encore. Donc, ce sont des infos que je reçois en off. Mais je sais très bien que lorsqu'il y a eu Black Lives Matter, tout le monde était d'accord. En fait, on est d'accord sur le principe. C'est sur le contenu qu'il faudra se mettre d'accord et que chaque PO puisse adapter le référentiel à son programme. Et c'est là où se trouve vraiment la difficulté. Parce que nous, on peut décider, connaissant l'architecture très compliquée de notre enseignement, la ministre peut émettre une circulaire, elle doit encore être mise en place par les écoles et par les PO. Et c'est là où on doit être très vigilant. Esther, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je vais dans le même sens que Calvin. Il faut continuer à mettre la pression parce que ça fait plusieurs années. Si ça ne bouge pas, c'est une question de volonté politique. Et tant qu'il n'y a pas cette volonté politique-là à mettre en œuvre ces réformes, ben, ça ne va jamais se faire. Et pour que la volonté politique puisse vraiment avancer là-dedans, se sentent obligés de le faire, puisque finalement, c'est là qu'on en arrive. Ben, il faut continuer à mettre la pression, que ce soit les associations, que ce soit les associations de parents d'élèves, parce qu'eux aussi, ils sont impliqués là-dedans. Que ce soit tout ce qui est organisation, mais qui participe justement à la socialisation au sein de l'école. Tous les acteurs au sein et autour de l'école doivent mettre la pression pour qu'on puisse aboutir à cette réforme-là. Et Nicolas? C'est intéressant de voir, on est vraiment, je pense, dans un moment un peu particulier, un moment où il y a quand même des lignes qui bougent depuis un an. Il y a des termes qui arrivent qui n'étaient pas présents avant, donc il y a
il y a des choses qui bougent, mais on voit aussi que ça suscite beaucoup de réactions, de résistance, parfois très virulentes. Et ça montre de nouveau qu'on est en train de toucher finalement à la manière dont le racisme est perçu, en fait, de manière générale. C'est que tant qu'il s'agit juste de lutter un peu symboliquement ou de dire que le racisme c'est mal, à ce moment-là, c'est jamais très compliqué. Mais dès qu'il s'agit de réfléchir à des pratiques institutionnelles, à des modes de fonctionnement, et donc aussi à certaines, voilà, à certaines pratiques individuelles, à la manière dont on est positionné, etc. Là, ça devient beaucoup plus compliqué, on touche à des choses beaucoup plus sensibles, et c'est là qu'on voit que finalement les volontés s'accompagnent de beaucoup d'obstacles, beaucoup d'enjeux. Donc voilà, donc effectivement, j'imagine que c'est un travail qui sera encore de longue haleine. Et peut-être une question, juste pourquoi est-ce que c'est si difficile? Je sais pas, Calvin, si... C'est si difficile parce que c'est lié à l'histoire de notre pays. Très, très simplement, c'est-à-dire, je vois des questions passer, par exemple, sur les moyens donnés aux écoles. D'abord, il faut savoir que notre histoire est différente de celle de la France C'est et le il faut... CSP, bonjour. Je Ça va, pense que ça va. quelqu'un a laissé... Oui, Voilà. ils sont bien. Oui, donc je disais que notre histoire est différente de celle de la France, ne serait-ce que dans l'organisation de l'enseignement, en réalité. Et donc, ces couches, parce que ce sont des couches qui se sont amoncelées au fil du temps, rendent beaucoup plus complexe la mise en œuvre d'une décision au niveau des acteurs de l'éducation. Prenez le cas de la crise sanitaire uniquement. Pour prendre une décision, la ministre doit trouver des compromis avec les PO, avec les syndicats, avec les réseaux, etc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis la deuxième chose, c'est que on commence seulement à sortir du déni colonial. On commence seulement, ce n'est que le début, en fait. Et donc, le point positif du débat qui a eu lieu lors de toutes les manifs Black Lives Matter, le débat sur l'espace public, c'est que pour la première fois, il y a eu un grand débat, y compris autour de la table à manger. Les enfants de 10 ans avaient leur avis sur les statuts, les grands-parents de 90 ans avaient aussi leur avis. Et donc, moi, j'ai reçu plein de mails de gens qui me disaient, mais j'apprends des choses sur Léopold II que je ne savais pas. On m'a menti à l'école, en fait. Et donc, je pense que nous sommes, et parfois les jeunes sont pressés, mais c'est normal qu'ils soient pressés parce que ce sont eux qui vivent les injustices et les discriminations au jour le jour. Et donc, c'est pour cela que c'est compliqué. Et je ne parle même pas des piliers et de la manière dont chaque parti politique, en fonction de son histoire, voit la manière dont cette histoire doit être enseignée. Et donc, c'est véritablement ça, parce que nous avons fait des compromis par le passé qui font que ce sont les politiques qui s'occupent d'enseignement et parfois même des programmes, des référentiels. En France, ils ont fait un autre choix, aux Pays-Bas, un autre choix. Donc, c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Et à un moment donné, il faudrait vulgariser le fait que il y a des étapes à passer pour arriver au résultat. Mais de toute façon, moi, je crois en une chose, à partir du moment où les gens sont déterminés et qu'il y a une mobilisation, pas seulement des citoyens afrodescendants, mais de tout le monde. Et je suis heureux qu'on voit qu'aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par ce webinaire, on le voit, sont de toutes origines. Et c'est comme ça que nous y arriverons, en fait. Donc, c'est par la mobilisation et par la vigilance citoyenne que les politiques iront plus vite. Il n'y a pas d'autre secret. On arrive tout doucement à la fin. Juliette, peut-être un mot de conclusion des deux autres intervenants, oui. Ça te semble bien? Parfait. Esther, si vous voulez conclure. Ben, je pense que cette thématique-là mérite de continuer à être approfondie et que, en tant que membre de la société civile, d'organisations qui œuvront au quotidien auprès des jeunes, auprès des personnes qui sont victimes de voilà, de cette calamité que j'appelle le racisme, parce qu'il n'y a pas de forme douce de racisme, hein. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle est toujours blessante et violente. Donc,
qu'on continue de nous battre, de nous unir et d'essayer vraiment de donner les outils qu'il faut aux enseignants pour qu'ils puissent faire face, parce que c'est ça aussi qui les déroute et qui fait que certains tombent en dépression parce qu'ils ne savent pas quelle réponse apporter face à tous ces actes-là. Voilà ce que j'ai à dire et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Nicolas, est-ce que vous voulez ajouter un mot? Je trouve qu'il est souvent question en fait d'ignorance quand on veut justifier le racisme, quand on veut justifier l'inaction ou l'inertie par rapport au racisme. Et il y a certainement de l'ignorance, hein, c'est clair, notamment de par la position qu'on occupe dans le système. Il y a toute une série de choses qu'on ignore. Mais l'ignorance, elle n'est pas non plus passive, elle est active, elle est entretenue, et notamment parce que c'est plus confortable en fait. Et quand on ne subit pas en fait toutes les violences et les discriminations liées au racisme, c'est en fait beaucoup plus confortable de les ignorer. Tant qu'on ne sait pas, ben, on ne doit pas forcément réagir. Mais par contre, une fois qu'on est interpellé ou une fois qu'il y a une petite brèche qui se crée, là par contre, ça devient un choix politique, quoi. Soit on continue en fait d'ignorer tout ça, soit on se responsabilise en poursuivant les démarches pour se renseigner, pour en savoir plus, pour savoir comment réagir, etc. Et c'est un processus qui est long, c'est un processus aussi qui peut être inconfortable, mais cet inconfort, il est sans commune mesure avec l'ampleur des violences que subissent les personnes qui subissent le racisme, quoi. Et donc voilà, donc, il y a vraiment une invitation à continuer en fait, à se renseigner continuellement auprès de toute une série de choses qui existent par rapport à ça, puisqu'on en parle vraiment de plus en plus. Et donc maintenant, c'est finalement assez facile de trouver l'information. Donc c'est aussi une question de responsabilisation. Merci beaucoup. Bon, merci à tous les trois. Donc, il y a eu pas mal de questions sur les outils. Donc, nous, peut-être qu'on pourra envoyer un mail ou mettre sur le site, en tout cas, une page avec différents liens pour avoir accès à des outils sur ces questions-là. Si vous voulez continuer la réflexion, donc vous pouvez tout retrouver notre numéro d'Éduquer. Donc ça, vous pouvez le trouver toujours sur le site de la Ligue de l'enseignement. Les coordonnées des intervenants sont aussi dans le chat. Et voilà, vous dire aussi que le webinaire sera en ligne. Donc voilà, merci à tous. Je repasse la parole à Maud. Oui, voilà, bah, je complète juste. Donc, on va effectivement faire un petit montage pour le webinaire et le mettre sur notre chaîne YouTube. Alors, je pense que ça prendra une petite semaine, mais bon, pour être sûr, disons courant fin du mois de mars. On remettra les liens aussi. Je peux aussi renvoyer un mail en fait à tous les participants puisque j'ai les coordonnées de tout le monde. Donc voilà, bah, pour ma part, c'est fini. Juste un petit mot. Oui, Juliette? Ok, un petit mot sur, sur la suite, en fait, puisqu'on a vraiment décidé de se lancer dans les webinaires. Là, c'est le 3e qui s'annonce. Alors, il faut juste que... Voilà, je pense que vous le voyez en plein écran. Donc, il y aura un prochain webinaire le 27 avril. La thématique, c'est « Quelle école après la crise ?» Donc, le 27 avril de 10h30 à midi. C'est la même formule. Bon, c'est un mardi. Donc, en lien avec le prochain dossier de la revue du Quai qui sort là dans quelques jours. Donc, un des invités sera Bruno Humbe, qui est psychopédagogue et auteur de plusieurs publications dans le domaine de la prévention des violences scolaires et familiales. Et alors, les CMEA, donc Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, seront aussi présentes pour discuter et présenter des pistes concrètes pour changer les pratiques à l'école. Donc voilà, c'est l'occasion de marquer un temps d'arrêt et de réfléchir collectivement au dysfonctionnement que la crise sanitaire a encore davantage souligné au sein du monde scolaire. Donc un rendez-vous qu'on vous donne déjà maintenant. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site, donc www.ligue-enseignement.be. Et voilà, n'oubliez pas qu'on a aussi une page Facebook. Merci à tous les collègues. Merci beaucoup aussi aux intervenants, évidemment, et aux participants. Merci pour vos questions. Merci à vous aussi. Et bien, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.